Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Dans son cours intitulé Kurt Gödel, mathématiques, logique et philosophie, cours qu'il poursuit cette année, Jacques Bouvray se sonde les rapports entre les inventions mathématiques fulgurantes de Gödel, comme par exemple le théorème de Gödel, et le travail sur le terrain de la logique lié à son œuvre philosophique. On sait que Gödel était un lecteur des philosophes et qu'il élabora un vaste et complexe système de pensée. Mais on ignore trop souvent le contenu de son œuvre d'épistémologue qui fut publiée par son ami Hao Wang. Parmi les grandes lectures dont il s'est servi, Kurt Gödel a travaillé sur Husserl, et c'est à la question des relations avec la logique mathématique et la phénoménologie transcendantale de Husserl que Jacques Bouvray s'intéresse dans ses premiers cours. Jacques Bouvray nous a lu hier matin un passage tiré d'un article de Gödel datant de 1944. Ce matin, il reprend son cours à partir de cet article. Dans ce passage, Gödel dit les classes et les concepts peuvent être conçus comme des objets réels, à savoir les classes comme des pluralités de choses ou comme des structures constituées d'une pluralité de choses, et les concepts comme les propriétés et relations de choses existant indépendamment de nos définitions et constructions. Donc ça c'est le principe du réalisme, c'est-à-dire dans les mathématiques, où il est question, pour une part essentielle, de classes et de concepts, nous traitons d'objets qui ont une existence indépendante de nos définitions et constructions. Il me semble, dit Gödel, que l'assomption de tels objets est tout aussi légitime que l'assomption de corps physiques et qu'il y a exactement autant de raisons de croire à leur existence. Ils sont nécessaires dans le même sens pour obtenir un système de mathématiques satisfaisant que les corps physiques sont nécessaires pour une théorie satisfaisante de nos perceptions sensorielles, et dans les deux cas, il est impossible d'interpréter les propositions que l'on veut asserter sur ces entités comme des propositions sur les données, entre guillemets, c'est-à-dire, dans le deuxième cas, les perceptions sensorielles qui ont lieu réellement. Alors, il y a deux prises de position, si vous voulez, dans ce passage. Il y a une prise de position ontologique, une prise de position sur l'ontologie des objets mathématiques. Ce sont des objets qui existent de façon complètement indépendante de nos activités de définition et de construction, de façon plus générale de nos activités de connaissance. Et puis il y a une prise de position qu'on peut qualifier d'épistémologique, c'est-à-dire les objets mathématiques sont des objets dont nous avons d'excellentes raisons d'admettre l'existence, puisque leur situation est tout à fait comparable à celle des objets physiques. Nous avons besoin dans les deux cas de ces objets pour arriver à construire une représentation satisfaisante de la réalité. Alors j'avais fait remarquer en terminant que stricto sensu, ça ne nous oblige peut-être pas encore vraiment à croire que les classes et les concepts sont des objets réels, qui existent indépendamment de nos définitions et de nos constructions, mais ça nous oblige seulement à admettre qu'ils peuvent être conçus de cette façon et qu'il y a de bonnes raisons de les concevoir effectivement ainsi, c'est-à-dire de les concevoir comme des objets réels qui existent indépendamment de nos activités de connaissance. Mais une interprétation possible de la citation de Gödel est celle qui consisterait à dire que les concepts et les classes sont de simples cogitata, c'est-à-dire sont simplement des objets de pensée, ou encore sont des notions utiles et même probablement indispensables, sans lesquelles les mathématiques seraient impossibles, mais dont nous ne sommes pas tenus pour autant d'affirmer qu'ils ont une existence réelle. Autrement dit, il faut avoir un statut qui est plus ou moins celui de fiction utile et même indispensable pour la construction de nos théories mathématiques. Donc, est-ce que dans quelle mesure sommes-nous tenus réellement de leur attribuer une existence réelle au sens dont il est question chez Gödel? Et est-il possible qu'il ait été prêt à considérer les concepts et les classes uniquement comme des objets intentionnels, c'est-à-dire comme de simples corrélats d'expérience mentale? J'avais déjà eu l'occasion de vous citer un auteur qui s'appelle Jairo José da Silva, donc qui est l'auteur d'un article intitulé Gödel et la phénoménologie transcendantale, paru dans
un numéro spécial donc, de la Revue internationale de philosophie, qui est tout récent, puisque c'est le dernier numéro de 2005. Donc il a rédigé un article assez important sur cette question, Gödel et la phénoménologie transcendantale, et il discute en particulier cette question de savoir s'il est possible d'attribuer à Gödel une conception comme celle qui consisterait à traiter les concepts et les classes comme étant uniquement, et un statut qui serait uniquement celui d'objet intentionnel. Alors, Da Silva note qu'aucun des partisans de la réinterprétation phénoménologique des idées de Gödel ne s'est risqué à lui imputer une conception de cette sorte. Et cela pour la bonne raison que cette interprétation est tout simplement erronée et est contredite de façon presque immédiate par la quasi-totalité de ce qu'il dit. Mais il y a, d'après Da Silva, un argument encore plus sérieux à prendre en considération. Vous voyez le passage suivant. Une objection plus forte à l'affirmation selon laquelle pour Gödel les classes et les concepts étaient des cogitata, c'est-à-dire des simples objets de pensée, et que si c'était le cas, le rôle de la subjectivité en relation avec la perception de ces objets serait considérablement renforcé et quelque chose comme une véritable recherche phénoménologique sous la structure de la subjectivité, au moins relativement à ces expériences, serait requis de façon urgente. Donc si Gödel avait pensé ce genre de choses, s'il avait été prêt à accepter l'idée que les ensembles ne sont peut-être après tout que des objets de pensée et non de réalité que comme êtres de pensée, alors à ce moment-là il aurait dû se mettre à faire sérieusement de la phénoménologie, à devenir réellement phénoménologue, ce qu'apparemment il n'a pas fait. Comme nous le dit Wang, c'est toujours Da Silva qui parle, même après être entré en contact avec la dernière philosophie de Husserl, ce qu'il n'avait pas fait à l'époque où il a écrit la logique mathématique de Russell, Gödel, c'est une citation de Wang, n'a probablement pas accepté l'insistance mise par Husserl sur la subjectivité. Ça me paraît tout à fait clair. Il le suggère d'ailleurs lui-même, plus ou moins explicitement. Donc il n'a pas accepté l'insistance mise par Husserl sur la subjectivité, mais il ne s'est pas demandé, il ne semble pas s'être demandé ce qui peut rester exactement de la phénoménologie une fois qu'on a mis entre parenthèses, qu'on a soustrait donc cette insistance caractéristique mise par Husserl sur la subjectivité qui, encore une fois, constitue pour lui le fondement absolu, le fondement de tout. Alors c'est un point, dit Da Silva, que nous devons discuter de façon plus poussée. Si le type d'existence que Gödel réclamait pour les classes et les concepts devait être compris comme uniquement intentionnel, il serait impossible de comprendre pourquoi Gödel non seulement n'a jamais discuté le rôle joué par la conscience transcendamentalement réduite dans la constitution de ces objets, quand la phénoménologie lui est devenue accessible, mais également pourquoi il ne semble pas avoir jamais accepté ou apprécié l'analyse extrêmement élaborée que Husserl donne de l'ego transcendantal. Je crois que nous avons là des indices suffisamment forts pour conclure que Gödel a toujours pensé, même après 1959, quand il a pris connaissance pour la première fois de la philosophie de Husserl, que les classes et les concepts existaient exactement comme des objets réels, indépendamment de nos expériences mentales, bien que ce soit également des objets idéaux. Ça me paraît exact. Gödel semble avoir toujours adopté une attitude réaliste forte à l'égard des objets mathématiques, qui sont certes des objets idéaux, ce ne sont pas des objets physiques, ce ne sont pas non plus des objets mentaux, ils ont une existence indépendante des activités de l'esprit, mais bien qu'ils soient de nature idéale, c'est-à-dire que Gödel ne voit aucune difficulté à soutenir simultanément que les objets mathématiques sont certes des objets idéaux, mais ce sont en même temps des objets réels, et même on ne peut plus réels. Donc ils existent de façon indépendante de tout ce que nous pouvons entreprendre en matière de connaissance. Je crois, dit Da Silva, que Gödel était un réaliste métaphysique qui ne s'est jamais posé de questions sur l'existence réelle du monde physique et n'avait aucune raison de ne pas croire également à l'existence réelle du monde des mathématiques. Je crois qu'il a effectivement accepté tout à fait ce parallélisme. Il n'avait aucune raison de ne pas croire également à l'existence réelle du monde des mathématiques, croyant, comme il le faisait, qu'il y avait plus de ressemblances que de différences entre les deux, et que l'intuition mathématique était l'équivalent de la perception sensible. Alors d'après Wang, pour Gödel, je cite, un réaliste mathématique est quelqu'un qui considère que les objets mathématiques existent indépendamment de nos constructions et du fait que nous ayons une intuition d'eux pris individuellement.
Da Silva considère qu'un indice supplémentaire du réalisme métaphysique de Gödel est sa croyance à l'existence d'impressions abstraites, que Gödel perçoit comme l'équivalent des impressions sensorielles, les unes et les autres étant des choses qui nous sont données immédiatement et dont la réalité est aussi peu contestable dans un cas que dans l'autre. Il est même arrivé à Gödel de suggérer l'existence probable d'un organe physique qu'il qualifie, c'est lui-même qui s'exprime de cette façon, un organe physique qu'il qualifie de, je cite, étroitement relié au centre neural du langage. Donc un organe physique pour le traitement des impressions abstraites. Il fait l'hypothèse qu'il existe probablement un organe physique quelque part dans le cerveau, et un organe physique dont il note qu'il doit être étroitement rattaché au centre neural du langage, donc un organe physique qui est spécialisé dans le traitement des impressions abstraites. Et cela suggère que Gödel croyait à l'existence indépendante d'entités abstraites qui sont d'une manière ou d'une autre responsables de l'occurrence de ces impressions abstraites dans l'esprit du sujet connaissant. Effectivement, Gödel considère que les objets mathématiques ne nous sont pas donnés de façon immédiate, mais sont plutôt construits, eux aussi, à partir d'un donné immédiat qui constitue à peu près l'équivalent de ce que sont les sensations dans le cas de la perception des objets physiques. Alors il y a un passage très caractéristique dans Qu'est-ce que le problème du continu de Cantor, où Gödel évoque directement cette question. Je cite, « On devrait noter que l'intuition mathématique n'a pas besoin d'être conçue comme une faculté qui nous donne une connaissance immédiate des objets concernés. Il semble plutôt que, comme dans le cas de l'expérience physique, nous formions, le mot est souligné, nous formions nos idées de ces objets également sur la base de quelque chose d'autre qui est immédiatement donné. » Donc là aussi, il y a un donné immédiat à partir duquel nous construisons notre représentation des objets concernés. Seulement, dit Gödel, ce quelque chose d'autre, ici, c'est-à-dire le donné immédiat, n'est pas d'abord les sensations, que quelque chose en dehors des sensations est réellement donné immédiatement, cela suit, indépendamment des mathématiques, du fait que même nos idées qui se rapportent à des objets physiques contiennent des constituants qualitativement différents des sensations, ou de simples combinaisons de sensations, par exemple l'idée de l'objet lui-même. Alors que, d'un autre côté, par notre pensée, nous ne pouvons pas créer des éléments qualitativement nouveaux quelconques, mais seulement reproduire et combiner ceux qui sont donnés. Évidemment, le donné sous-jacent aux mathématiques est étroitement relié aux éléments abstraits contenus dans nos idées empiriques. Nos idées, même les plus empiriques, contiennent évidemment, elles aussi déjà, des éléments abstraits, d'une certaine sorte, et Gödel note que le donné, entre guillemets, sous-jacent aux mathématiques est étroitement relié à ce genre d'éléments abstraits qui sont contenus déjà dans nos idées empiriques. Il n'en résulte cependant en aucune façon, ajoute-t-il, que les données de cette deuxième espèce, parce qu'elles ne peuvent pas être associées à des actions de certaines choses sur nos organes des sens, sont quelque chose de purement subjectif, comme Kant l'a affirmé. On pourrait discuter longuement sur la question de savoir si Kant a réellement affirmé ce genre de choses, mais en tout cas, c'est le genre de conception que lui prête Gödel. Donc, d'après lui, du fait que les données de cette deuxième espèce ne peuvent pas être associées à des actions exercées par certaines choses sur nos organes des sens, il n'en résulte pas qu'elles sont purement subjectives. La vérité, dit-il, est plutôt qu'elles aussi peuvent représenter un aspect de la réalité objective, mais à l'opposé de ce qui se passe avec les sensations, leur présence en nous peut être due à une autre espèce de relation entre nous-mêmes et la réalité. Fin de citation. Ce passage, comme vous le voyez, apporte des éclaircissements précieux et soulève en même temps des questions redoutables. Gödel a écrit cela dans le supplément qu'il a rédigé en 1963 pour la réédition de son article sur le problème du continu, un article qui avait été publié pour la première fois en 1947. Mais dans ce supplément donc qu'il a ajouté en 1963, il fait cela en 1963, à un moment où il avait commencé depuis un certain temps déjà à s'intéresser de près aux idées de Husserl, mais curieusement c'est à Kant et non à Husserl qu'il se réfère dans l'explication qu'il donne. Son idée est que notre concept de l'objet abstrait est engendré par synthèse à partir de ce que l'on pourrait appeler, en termes kantiens, le divers des impressions abstraites, qui constitue en l'occurrence le donné immédiat.
qu'il y a une sorte de donnée immédiate, donc Gödel dit lui-même, qui constitue un peu l'équivalent de ce que sont les sensations, dans le cas de la perception que nous avons des objets physiques, et puis à partir de ce que j'ai appelé, en reprenant une expression de Kant, qui parle du divers des impressions sensibles, à partir de ce que Gödel, pour sa part, appellerait sans doute une sorte de divers des impressions abstraites. À partir de ce divers des impressions abstraites est construit, semble-t-il, dans l'esprit de Gödel, par synthèse, le concept de l'objet abstrait. Gödel explique dans une note que, je cite, il y a une relation étroite entre le concept d'ensemble, expliqué dans la note 14, et les catégories de l'entendement pur au sens de Kant. Bon, peu importe le contenu exact de la note 14 qui ne nous intéresse pas directement ici, mais ce qui est clair, c'est que Gödel est manifestement... Gödel est enclin à établir une relation assez directe entre la façon dont est construit le concept, dont peut être construit le concept d'ensemble à partir de ce que j'ai appelé le divers des impressions abstraites et les catégories de l'entendement pur au sens de Kant. À savoir, dit-il, la fonction des deux est la synthèse. À nouveau ici un concept typiquement kantien qui apparaît. Donc la fonction des deux est la synthèse, c'est-à-dire l'engendrement d'unité à partir de multiplicité. Par exemple, chez Kant, de l'idée d'un objet à partir de ses différents aspects. Et donc dans les deux cas, on arrive à l'objet par une activité synthétique que Gödel se représente manifestement de façon kantienne, ça d'autant plus que la référence à Kant, encore une fois, est tout à fait explicite. Alors l'impression qu'on a est que Gödel propose une conception quasi naturaliste de la façon dont nous réussissons à entrer en contact avec les objets abstraits. Il se représente la chose, c'est-à-dire la façon dont nous réussissons à entrer en contact avec ce genre d'objet, il se la représente clairement sur le modèle du genre de connaissance que nous acquérons grâce à la perception des objets du monde naturel. Bien entendu, la conception qu'il défend n'est pas naturaliste. Il ne considère pas les objets mathématiques comme étant littéralement des constituants du monde naturel. Et il insiste au contraire régulièrement sur le fait qu'ils existent de façon indépendante dans un monde séparé. Même s'il lui est arrivé, d'après Wang, de parler des ensembles comme étant des réalités qui sont de type quasi-spatial, dans un livre de Wang que j'ai déjà cité à différentes reprises, donc Reflections on Kurt Gödel, Réflexions sur Kurt Gödel, vous voyez, page 202, Wang rapporte donc que Gödel lui a dit qu'il se représentait les ensembles comme étant des réalités qui sont de type quasi-spatial, ce qui correspond effectivement à une certaine tendance qu'on a, qui est de se les représenter effectivement comme un rassemblement d'objets qui est susceptible de prendre une forme quasi-spatiale. On ne peut pas dire littéralement spatiale, mais enfin il y a une espèce de, si vous voulez, de synthèse, de mise ensemble d'objets dans un sens qui dans la représentation apparaît comme sinon spatial, du moins quasi-spatial. Alors en dépit de cette tendance donc de Gödel à parler à certains moments des ensembles comme étant des réalités qui sont de type quasi-spatial, manifestement, il ne conçoit pas les ensembles comme des objets spatio-temporels. Il souligne que les objets de la théorie des ensembles transfinis, de toute évidence, je cite, n'appartiennent pas au monde physique, et même leur connexion indirecte avec l'expérience physique est très lâche, en premier lieu à cause du fait que les concepts ensemblistes ne jouent qu'un rôle mineur dans les théories physiques d'aujourd'hui. Ça, c'est une autre différence dont j'ai oublié de vous parler tout à l'heure entre entre la situation de la théorie des ensembles et celle de la géométrie. Gödel insiste sur le fait que, encore une fois, il y a un lien tout à fait direct et qui est devenu même de plus en plus direct entre la géométrie et la physique, mais il n'y a en réalité aucune connexion de cette sorte avec la physique dans le cadre de la théorie des ensembles. En tout cas, il y a seulement une connexion qui est beaucoup plus lâche et même très indirect. C'est ce que Gödel souligne quand il dit que les concepts ensemblistes ne jouent qu'un rôle mineur dans les théories physiques d'aujourd'hui. Ils ne jouent effectivement qu'un rôle relativement mineur, voire nul, dans la construction des théories physiques d'aujourd'hui. Alors Gödel dit aussi que, je cite, en dépit de leur éloignement par rapport à l'expérience sensible, nous avons quelque chose comme une perception également des objets de la théorie des ensembles. Et la question qui se pose est la suivante: faut-il parler ici simplement d'un éloignement,
qui n'exclut pas a priori la possibilité d'une tentative de rapprochement, d'inspiration naturaliste, ou au contraire s'agit-il d'une coupure radicale entre les deux univers. Et c'est d'une certaine façon toute la question. Le platonisme mathématique de Gödel est à première vue bien différent de la version naturalisée qui en a été construite par Pénélope Mady. Pénélope Mady a essayé de construire à partir de Gödel, s'est inspiré tout à fait directement de Gödel, ce qu'on pourrait appeler une version naturalisée de son platonisme. Et bien sûr, elle admet tout à fait clairement qu'elle s'est écartée dans sa façon de procéder tout à fait nettement, s'est écartée nettement de Gödel, de la conception de Gödel lui-même. Bien entendu, dit-elle, ma motivation pour mettre les ensembles dans le monde physique, puisqu'elle a essayé de construire vraiment une version réellement naturalisée du réalisme ensembliste de Gödel, et ça l'obligeait bien entendu à remettre, à sortir les ensembles du monde mathématique séparé dans lequel les place Gödel pour les remettre dans le monde physique. Bien entendu, dit-elle, ma motivation pour mettre les ensembles dans le monde physique et pour lier aussi étroitement l'intuition mathématique à la perception ordinaire est le naturalisme. Donc vous voyez, chez Gödel, il y a simplement une analogie entre l'intuition mathématique d'un côté et la perception des objets physiques de l'autre, tandis que là, il y a évidemment un lien tout à fait, un lien étroit et organique entre l'intuition mathématique d'un côté, la perception des objets physiques de l'autre. Le réalisme ensembliste me semblait être l'approche la plus prometteuse pour mettre l'ontologie et l'épistémologie mathématique en accord avec notre conception scientifique globale du monde. Gödel, à l'opposé, non seulement caractérise les ensembles comme des entités platoniciennes traditionnelles, mais va également jusqu'à postuler en plus un univers de monades de nature mentale, donc des monades qui sont non physiques, non spatiales. Fin de citation. Donc elle reconnaît simplement qu'il y a apparemment un gouffre entre sa conception, qui, encore une fois, est une sorte de platonisme naturalisé, et puis la conception qui semble être défendue par Gödel. Gödel, la dernière phrase donc, de ce passage, rappelle que le fait que Gödel considère que les esprits eux aussi ne sont pas des constituants du monde des objets naturels. Les ensembles ne sont pas des constituants du monde des objets naturels, à la différence de la conception qu'essaie de défendre Pénélope Mady, mais avant eux, il y a déjà tout un univers de réalités qui ne sont pas des constituants du monde des objets naturels, ce sont les esprits. Alors ça soulève la question de la relation exacte que la philosophie de Gödel entretient avec la monadologie de Leibniz. Une question qui n'est finalement pas beaucoup plus simple que celle de l'utilisation que Gödel a pu faire de la phénoménologie transcendantale de Husserl. Alors Pénélope Mady soulève à ce propos un problème qui n'est pas sans intérêt dans le passage que voici. Considérez le problème suivant, l'esprit humain est fini et la hiérarchie ensembliste est infinie. Il est probable que tout contact entre mon esprit et la hiérarchie itérative, il s'agit de ce qu'on appelle la hiérarchie cumulative des ensembles, donc il est probable que tout contact entre mon esprit et la hiérarchie itérative peut impliquer au plus une partie finie de la structure de celle-ci. Donc dans le meilleur des cas, nous pouvons entrer en contact qu'avec une partie finie de cette structure. Mais dans ce cas, je pourrais tout aussi bien être en contact avec l'une quelconque parmi une multitude d'autres structures qui concordent avec la hiérarchie standard uniquement sur la partie finie, minuscule, que j'ai réussi à appréhender. D'après Benacera, Gödel avait le sentiment que ces monades étaient immunisées contre ce problème de finitude, qu'elles pouvaient d'une certaine façon obtenir un accès dépourvu d'ambiguïté à la hiérarchie complète. Par conséquent, sa monadologie réussirait là où le naturalisme, à ce qu'on dit, échoue. Et là, incontestablement, Pénélope Mady a raison de remarquer que si Gödel s'oriente dans une direction, c'est plutôt celle de la monadologie leibnizienne que celle du naturalisme, et plus précisément d'une tentative de naturalisation du platonisme mathématique. Alors je ne vais pas m'attarder sur la similitude qui existe entre le problème classique que soulève Pénélope Mady, qui est de savoir comment des esprits finis peuvent acquérir une compréhension réelle et déterminée de quelque chose comme une structure infinie.
en l'occurrence une structure mathématique infinie, dont je ne vais pas m'attarder sur la similitude qui existe entre ce problème et le problème qui a été formulé, le problème célèbre qui a été formulé par Wittgenstein à propos de ce que c'est que suivre une règle. On pourrait, ce que dit Pénélope Badi, pourrait présenter un air de paradoxe, c'est-à-dire quand nous essayons d'entrer en contact avec une structure qui est de type infini, il est tout à fait possible que le genre de compréhension que j'ai de cette structure coïncide sur n'importe quel segment initial fini de la structure complète, que la compréhension que j'ai de cette structure coïncide avec la vôtre et qu'il se produise ensuite une bifurcation plus ou moins sérieuse, de sorte qu'on pourrait formuler un paradoxe analogue à celui de Wittgenstein. On ne peut jamais avoir la certitude que nous possédons exactement la même compréhension, que nous avons le même genre de contact et le même type de compréhension avec cette structure, en dépit du fait qu'encore une fois que notre compréhension peut très bien en même temps concorder avec celle de n'importe qui d'autre pour n'importe quel segment, n'importe quelle portion initiale finie de la structure. Alors, bien sûr, c'est un problème qu'on peut résoudre assez facilement si on crédite les esprits de capacités qui semblent excéder les limites de toute interprétation naturaliste, c'est-à-dire si on les crédite même d'une certaine aptitude spécifique, d'une certaine capacité spécifique qu'ils ont à appréhender de façon non équivoque, à appréhender des structures infinies de façon non équivoque. Alors, Gödel, bien sûr, connaissait suffisamment bien Leibniz pour savoir que, pour lui, les esprits, y compris ceux qui, comme les nôtres, sont finis, les esprits sont en fait omniscients, même s'ils ne le sont que de façon confuse. C'est un aspect bien connu de la position de Leibniz. Il soutient que les esprits sont omniscients. Il dit par exemple dans un fragment de 1676, il dit tout à fait explicitement, je cite, « Je suis d'avis que tout esprit est omniscient. Mi videtur omnem mentem esse omnisciam sed confuse. » Je suis d'avis que tout esprit est omniscient, mais confusément. Et qu'un esprit, c'est toujours Leibniz qui parle, et qu'un esprit quelconque perçoit simultanément tout ce qui se fait dans le monde entier. Comme vous savez, la monade leibnizienne a une perception plus ou moins confuse de tout ce qui se passe dans l'univers. Elle est affectée d'une certaine façon par tout ce qui se passe dans l'univers, et là une connaissance, encore une fois, plus ou moins confuse de tout ce qui se passe dans l'univers. Si on pense comme Gödel qu'il y a, en plus du monde physique, un univers mathématique, peuplé d'une infinité d'objets, peut-on aller jusqu'à dire que notre esprit, conçu comme une monade gödelienne, a également une connaissance, au moins virtuelle, et confuse de tout ce que contient l'univers en question et de tout ce qui s'y passe? Question leibnizienne qu'on peut formuler sous forme, en la transposant à Gödel. Est-ce qu'on peut attribuer à la monade gödelienne une connaissance, au moins virtuelle, de tout ce que contient l'univers mathématique? Alors il est difficile de dire de déterminer ce que Gödel pouvait penser exactement sur une question de cette sorte. Et de toute façon, il faut remarquer que ce genre de considération ne suffirait pas à justifier le postulat de la résolubilité de principe de tout problème mathématique. Puisqu'il se pourrait que des esprits finis, comme nous le sommes, tout en étant en un certain sens mathématiquement omniscients, ne soient capables, dans le meilleur des cas, de rendre distincts que des fragments de la connaissance confuse qu'ils possèdent au départ. Pour ne rien dire du fait qu'une connaissance confuse en mathématiques semble difficile à distinguer d'une simple absence de connaissance. En effet, il est tout à fait possible d'admettre que nous sommes d'une certaine façon omniscients mathématiquement, au moins confusés, comme dit Leibniz, c'est-à-dire confusément, mais il y a une question qui reste entière, c'est-à-dire quelles sont exactement les chances que nous avons de réussir à actualiser complètement cette connaissance virtuelle, c'est-à-dire quelles sont les chances que nous avons de réussir à transformer complètement cette connaissance confuse en une connaissance distincte. Alors en ce qui concerne la position de Leibniz lui-même, les choses sont tout à fait claires, puisque pour lui, la connaissance ne peut être confuse que pour autant qu'elle reste liée au sensible. Les connaissances purement intellectuelles, pour Leibniz, sont par essence distinctes. Je cite ce qu'il dit,
les idées qui viennent des sens sont confuses et les idées qui en dépendent le sont aussi, au moins en partie. Au lieu que les idées intellectuelles et les vérités qui en dépendent sont distinctes, et ni les unes ni les autres n'ont point leur origine des sens, quoi qu'il soit vrai que nous n'y penserions jamais sans les sens. Donc ce sont des connaissances qui ne viennent pas des sens, mais auxquelles nous n'aurions pas accès s'il n'y avait pas les sens. Et Leibniz dit aussi, c'est dans les nouveaux essais sur l'entraînement humain, tout comme d'ailleurs le passage que j'ai cité à l'instant, il dit dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, toute l'arithmétique et toute la géométrie sont innées et sont en nous d'une manière virtuelle, en sorte qu'on les y peut trouver en considérant attentivement et rangeant ce qu'on a déjà dans l'esprit, sans se servir d'aucune vérité apprise par l'expérience ou par la tradition d'autrui. Fin de citation. Alors le problème n'est pas en mathématiques de passer d'une connaissance, en tout cas pour Leibniz, c'est pas de passer d'une connaissance plus ou moins confuse à une connaissance distincte, puisque encore une fois la connaissance mathématique étant le prototype de la connaissance purement intellectuelle, pour autant qu'il s'agit réellement d'une connaissance, elle ne peut comporter aucun résidu de confusion, donc c'est par définition une connaissance distincte, et le problème n'est pas de passer d'une connaissance confuse à une connaissance distincte, mais de passer d'une connaissance virtuelle à une connaissance actuelle, par un processus que Leibniz compare explicitement à la réminiscence platonicienne. Et pour ce qui est de l'espérance que nous pouvons avoir d'y réussir, c'est-à-dire de l'espérance que nous pouvons avoir de réussir à actualiser cette connaissance virtuelle, l'optimisme de Leibniz est une chose suffisamment connue pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y insister. Non seulement Leibniz est convaincu de la résolubilité de principe de toute question mathématique, mais encore il estime être en possession d'une méthode de décision générale qui devrait nous permettre, dans tous les cas, de parvenir à la réponse. Puisque Gödel est un de ceux qui ont le plus contribué à réfuter l'idée qu'il puisse exister une méthode de décision générale en mathématiques, la façon dont il reste concerné, et même semble-t-il fasciné, et un peu obsédé par ce problème leibnizien, soulève une question difficile à résoudre. Vous voyez par exemple ce que dit Hao Wang à ce propos. G, c'est-à-dire Gödel, a eu une conversation avec Carnap le 3 mars 1948, dont un compte-rendu est préservé dans les papiers de Carnap. D'après Gödel, Leibniz avait apparemment obtenu une procédure de décision pour les mathématiques. Ça, je veux dire, c'est une phrase qui défie toute interprétation, parce que Gödel était mieux placé que quiconque pour savoir qu'il ne peut pas exister de procédure de décision générale pour les mathématiques. Il avait contribué plus que n'importe qui d'autre à ruiner ce genre de supposition, et néanmoins si on en croit ce que Carnap a rapporté dans ses carnets, il semble avoir émis sérieusement l'idée que Leibniz avait apparemment obtenu une procédure de décision pour les mathématiques. Alors il est vrai que la question est délicate, parce que Gödel, en ce qui concerne Leibniz, avait des tendances qu'on pourrait qualifier d'un peu paranoïaques, c'est-à-dire il était semble-t-il convaincu que toute une partie de l'œuvre de Leibniz avait été soit dissimulée, soit détruite sciemment. Et donc il avait par moments tendance à supposer que peut-être Leibniz avait pu faire des découvertes plus ou moins miraculeuses dans le genre. Je ne sais pas si on peut dire une pierre mathématicale, mais puisqu'il existe, on a cherché pendant longtemps une chose appelée la pierre philosophale, Gödel semble penser par moments que Leibniz avait peut-être découvert, en ce qui concerne les mathématiques, quelque chose de cette sorte, quelque chose comme une méthode qui permettrait de décider en principe toutes les questions mathématiques, alors que par ailleurs, évidemment, il sait très bien, et encore une fois, il est mieux placé que n'importe qui d'autre pour savoir qu'il ne peut pas exister de méthode de procédure de décision générale pour les mathématiques. Toute la question d'ailleurs, si vous voulez, réside dans apparemment, que voulait dire exactement Gödel quand il a dit Leibniz avait apparemment obtenu une procédure de décision pour les mathématiques. Cela peut être comparé avec ce que rapporte Gödel dans son article de 1944. Environ 5 ans devraient être nécessaires pour que le calcul de Leibniz soit développé par un petit nombre de scientifiques choisis au point que, citation, l'humanité disposerait d'une nouvelle espèce d'instrument augmentant les pouvoirs de la raison beaucoup plus qu'un instrument optique quelconque n'a jamais aidé le pouvoir de la vision.
Alors ça, c'est une citation de Leibniz, mais qui n'est pas littérale. J'ai vérifié, parce que j'ai dû vous mettre la référence, je crois que oui. C'est dans les Philosophische Schriften 7, page 187. Gödel a condensé en une seule phrase, en réalité, plusieurs passages de ce texte de Leibniz. Et effectivement, Leibniz était convaincu, était tellement optimiste qu'il était convaincu que, grâce à la méthode de décision qu'il avait mise au point, l'humanité, dans l'espace d'un très petit nombre d'années, il suggère une évaluation qui est de l'ordre de 5 ans, et au bout de ces 5 années, donc, on devrait, d'après lui, avoir déjà eu l'occasion de constater l'efficacité et la fécondité extraordinaire de cette méthode, dont il dit qu'effectivement, il compare ça avec l'existence avec les possibilités que donnent des instruments d'optique, comme le télescope par exemple, ou le microscope. Wang continue en disant: il ne peut pas y avoir de procédure de décision générale qui fonctionne comme une machine, mais Gödel conjecture qu'il peut-être y avoir quelque chose d'autre, qui n'est dans ce cas pas complètement spécifique, mais n'en donne pas moins des indications suffisantes concernant ce qui doit être fait. Gödel donne l'exemple d'une itération transfinie qui ajoute un nouvel axiome pour dire: les axiomes jusqu'à présent sont consistants. La corrélation des ordinaux infinis avec les nombres naturels peut être faite de bien des façons. Gödel prend cela comme un exemple d'une méthode non pas pour la décision, mais pour la mise en place de nouveaux axiomes, une chose qui ne peut être faite par une machine, mais dit aux mathématiciens ce qu'ils devraient faire. L'idée a une certaine ressemblance avec la logique ordinale de Turing dans sa dissertation doctorale. Donc c'est ce que dit Wang dans Réflexions sur Kurt Gödel. Alors je ne vais pas m'attarder sur les détails techniques, ça n'est pas nécessaire. Wang, dans son commentaire de ce passage, exprime des doutes sur le caractère convaincant de l'exemple particulier que choisit Gödel. Mais indépendamment de ce point précis, on peut remarquer que Gödel reste persuadé que si nous devons abandonner une fois pour toutes l'idée d'une procédure de décision mécanique pour les mathématiques, nous pouvons en revanche tout à fait conserver l'idée de procédure de décision non mécanique. C'est ça le point important à retenir de ce passage. Il n'y a certes pas de procédure de décision mécanique, ou en tout cas mécanisable pour les mathématiques dans leur ensemble, mais en réalité, néanmoins, quand nous sommes confrontés à un problème d'indécidabilité, comme c'est le cas par exemple avec l'hypothèse du continu, nous pouvons tout de même disposer, dans les cas les plus favorables, de quelque chose comme une procédure de décision non mécanique qui nous donne une idée de ce que nous devons faire pour nous rapprocher de la solution, c'est-à-dire qui nous indique des directions dans lesquelles peut s'orienter la recherche, une recherche qui pourrait nous permettre tôt ou tard de parvenir à une décision. Alors, en plus du fait qu'on est obligé de renoncer à l'exigence du caractère mécanique de la méthode de décision, Gödel, me semble-t-il, s'éloigne encore de Leibniz sur un autre point, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait sans rapport avec le précédent. Il introduit un élément que l'on pourrait être tenté, d'un point de vue leibnizien, de qualifier de quasi-sensible dans la connaissance mathématique, en parlant de la perception, plus ou moins confuse, que nous avons des concepts en général et des concepts mathématiques, comme le concept d'ensemble en particulier. Une bonne partie des progrès réalisés en mathématiques consiste précisément, d'après Gödel, à passer de perceptions initialement confuses à des perceptions de plus en plus distinctes, qui permettent de décider un nombre toujours plus grand de questions. Wang avoue avoir été passablement déconcerté par l'affirmation de Gödel selon laquelle, pour tout concept intuitif vague, citation de Gödel, le concept précis est là tout le temps, seulement nous ne le percevons pas clairement au départ. Ça, c'est Gödel qui s'est exprimé de cette façon dans des conversations avec Wang. Il soutient que, de façon tout à fait générale, semble-t-il, que pour tout concept intuitif vague, le concept précis était déjà là tout le temps, seulement nous ne le percevions pas avec une clarté complète. Alors ça soulève un problème réel, parce que Gödel semble croire que non seulement ce ne sont pas les concepts qui changent, mais seulement les perceptions que nous avons d'eux, mais également, il semble croire également que tous les concepts considérés en eux-mêmes sont précis, et que ce sont seulement les perceptions qui sont vagues, les perceptions que nous avons des dits concepts. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à croire que Gödel ait pu
penser de façon tout à fait générale qu'il n'y a pas de concept vague, qu'il y a seulement des perceptions vagues de certains concepts. Mais Wang, lui, semble avoir interprété très précisément de cette façon les déclarations de Gödel. Il lui impute donc l'idée selon laquelle à tout concept intuitif vague correspond un concept précis auquel nous ne sommes peut-être pas encore arrivés, parce que nous n'avons pour le moment que des perceptions qui restent plus ou moins confuses du concept en question. Donc il y a un problème qui se pose, quel est le degré de généralité qu'il faut attribuer à ce genre d'affirmation de la part de Gödel? Quel est le degré de généralité qu'il était lui-même prêt à leur accorder? Encore une fois, si Wang a raison, donc il semble qu'il ait eu au moins une certaine propension à considérer que stricto sensu, il n'y a pas de concept vague, il n'y a que des perceptions vagues. Il n'y a que des notions plus ou moins vagues qui correspondent à des concepts que nous n'avons pas encore réussi à rendre complètement précis. Et évidemment, là, il y a un problème redoutable, parce qu'on peut trouver relativement convaincants les exemples mathématiques que donne Gödel, dont les exemples mathématiques que Gödel donne de concepts que nous avons réussi à rendre complètement précis sont assez convaincants. Alors, ces exemples favoris sont la notion de procédure mécanique, qu'on a réussi à rendre complètement précise grâce à Turing. Il considère qu'on a réussi à remplacer complètement le concept intuitif vague par un concept parfaitement précis. Il y a donc, c'est une chose qu'on a réussi à faire dans le cadre du concept de procédure mécanique, ou du concept de système formel, qui est d'ailleurs étroitement lié au concept de procédure mécanique. Même chose en ce qui concerne des concepts comme ceux de vitesse, de continuité, de points, etc. Donc tous ces concepts-là sont des concepts, au départ, il s'agissait de choses dont nous n'avions qu'un concept intuitif vague, et nous avons réussi à remplacer ce concept intuitif vague par un concept parfaitement précis. Mais est-il possible de généraliser cela à tous les concepts? Wang a là-dessus des doutes sérieux, et j'ai, pour ma part, je l'avoue, des doutes plus que sérieux. Y compris d'ailleurs sur le fait que Gödel ait pu penser réellement ça, c'est-à-dire que stricto sensu, il n'y a que des concepts précis. Voici en tout cas ce que dit Wang. Sa conception, il s'agit de la conception de Gödel, sa conception me semble suggérer un idéal qui, bien qu'indiscutablement admirable, est impossible à atteindre dans la plupart des domaines extérieurs aux mathématiques, au moins dans un futur prévisible. Prenez les concepts d'être pauvre, normal, rationnel, bon, beau, raisonnable, etc. Il est difficile de voir comment nous pouvons, pour l'un quelconque d'entre eux, trouver qu'un ou plusieurs concepts précis constituent des solutions qui sont indiscutablement uniques et telles qu'elles sont les seules à satisfaire certains axiomes dont, en y regardant de plus près, nous découvrons qu'ils sont indéniablement impliqués dans le concept que nous avions. Alors, sur ce point, donc Wang cite le compte-rendu qu'il donne de conversation qu'il a eue avec Gödel. Je vous conseille vivement la lecture de cette page 85. Il s'agit d'un précédent livre de Wang, déjà relativement ancien, puisqu'il est de 1974, dont le titre est From Mathematics to Philosophy, donc des mathématiques à la philosophie. Et il y a vraiment des passages extraordinairement intéressants, et en même temps très déconcertants sur ce que Gödel pensait exactement, enfin sur la façon dont Gödel se représentait exactement le statut des concepts. Alors il dit par exemple l'analogue à la perception que nous avons des objets par les sens vus sous des angles différents et la perception de différents concepts logiquement équivalents. Donc on peut avoir des perspectives différentes sur un concept exactement comme on peut avoir des perspectives différentes sur un objet qu'on regarde de différents angles. S'il n'y a rien de précis par quoi commencer, il est difficile de comprendre comment, dans bien des cas, un concept vague peut déterminer de façon unique un concept précis sans qu'il y ait même la plus petite liberté de choix. Donc oui, il semble croire que, enfin, il s'appuie sur l'existence de cas dans lesquels on peut dire légitimement, l'exemple typique à ses yeux, c'est vraiment la notion de procédure mécanique. On a au départ un concept vague et on se rend compte
au bout d'un temps relativement long, on peut se rendre compte au bout d'un temps relativement long que tout compte fait, ce concept relativement vague déterminait bel et bien un concept précis unique, ou déterminait de façon unique un concept précis. Alors, la question, c'est de savoir dans quelle mesure on peut généraliser ce genre de choses à tous les concepts. Et essayer de voir, c'est toujours Gödel qui s'exprime, essayer de voir, c'est-à-dire de comprendre un concept plus clairement, est la façon correcte d'exprimer le phénomène décrit de façon vague comme consistant à examiner ce que nous voulons dire par un mot. Là, vous avez un condensé des réticences de Gödel à l'égard de ce qu'on appelle la philosophie linguistique. Il soutient que ce que les philosophes linguistiques appellent essayer de comprendre la signification, de comprendre et d'expliquer la signification exacte d'un mot est quelque chose qui pourrait être décrit de façon plus adéquate en disant que ce dont il s'agit en réalité est d'essayer de voir plus clairement un concept, évidemment qui est déjà là, que nous ne créons en aucune façon, mais que nous pouvons seulement espérer réussir à rendre plus précis. Et alors, à la suite de ça, Gödel évoque le cas de la philosophie, et ce qu'on peut faire en philosophie, et il dit ceci: la philosophie, conçue comme une théorie exacte, devrait faire pour la métaphysique la même chose que ce que Newton a fait pour la physique. J'avais déjà eu, je crois, l'occasion de parler de ça. Il considère comme tout à fait possible de réussir à faire pour la philosophie elle-même quelque chose de comparable à ce que Newton a fait pour la physique, c'est-à-dire il rêve, si vous voulez, d'une espèce de la construction d'une espèce de théorie axiomatique de la philosophie première, dans laquelle une théorie qui rendrait compte des concepts fondamentaux de la philosophie à partir d'un petit nombre de concepts primitifs, toute la difficulté étant évidemment de réussir à identifier les bons concepts primitifs. En tout cas, Gödel dit, la philosophie conçue comme une théorie exacte devrait faire pour la métaphysique ce que Newton a fait pour la physique. N'oubliez pas que, après tout, les concepts de la philosophie, même s'ils ont l'air généralement particulièrement vagues, doivent, pour Gödel, être aussi, eux aussi, des concepts précis. C'est simplement des concepts qu'on n'a pas encore réussi à rendre complètement précis, mais qui, en eux-mêmes, doivent être, enfin, je suppose que c'est de cette façon que Gödel les considère, doivent être aussi précis que les autres. Donc, la philosophie, conçue comme une théorie exacte, devrait faire pour la métaphysique autant de choses que Newton en a faites pour la physique. Gödel pense qu'il est parfaitement possible que le développement d'une telle théorie philosophique aura lieu à l'intérieur des 100 prochaines années, ou même plus tôt. Bon, Gödel est mort en 1978. Le pronostic, donc, il formulait qu'en moins d'un siècle, on pourrait assister à la réussite de ce qui lui semble représenter, continuer à représenter une possibilité tout à fait réelle, c'est-à-dire c'est ce qui résume dans l'idée que on devrait réussir à faire pour la philosophie à peu près l'équivalent de ce que Newton à un moment donné a réussi à faire pour la physique. Il faut vraiment être extraordinairement optimiste pour penser ça. Alors Wang remarque qu'un exemple auquel il semble particulièrement difficile d'appliquer une théorie des concepts comme celle de Gödel est celui d'effectuabilité ou de faisabilité pratique d'une procédure ou d'un algorithme. Soyez d'abord ça, il y a une multitude de concepts auxquels il semble, à première vue, extraordinairement difficile, pour ne pas dire impossible, d'appliquer une conception comme celle de Gödel. Pensez par exemple au concept de comique. Est-ce qu'il est concevable qu'on réussisse un jour à faire correspondre à un concept comme celui de comique un concept parfaitement précis qui s'imposerait comme étant le seul et unique concept qui mérite d'être mis en correspondance avec le concept de départ, le concept intuitif vague qu'il y avait au départ. Mais je signale cet exemple, c'est un des exemples les plus typiques auxquels on peut penser. Et il y en a un auquel songe Wang qui est également très intéressant, c'est le concept d'effectuabilité ou de faisabilité pratique d'une procédure, d'un algorithme, d'un calcul, etc. À partir de quel nombre d'étapes doit-on considérer qu'un algorithme cesse d'être pratiquement exécutable? Est-ce qu'il peut y avoir un concept précis qui serait susceptible de correspondre à ce concept dont on est tenté de dire qu'il est intrinsèquement vague, ce concept d'effectuabilité ou de faisabilité pratique d'un algorithme? Alors, le problème, je cite sur ce point ce que dit Wang, le problème consistant à trouver un concept précis satisfaisant de
un concept précis satisfaisant de calcul faisable. Donc, ce problème consistant à trouver un concept précis de calcul faisable ou effectuable constitue certainement un défi. Comprenez, un défi pour Gödel. De fait, nous avons là un cas qui suggère des doutes concernant la croyance de Gödel que le concept précis est là tout le temps, mais que jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé la bonne perspective qui permettrait de le voir clairement. Fin de citation. Gödel croyait-il réellement que ce qu'il dit des concepts mathématiques peut se dire également de tous les autres concepts? Wang semble penser que oui, comme je vous l'ai dit, il a l'air de penser que la conception gödelienne était absolument générale, que Gödel était prêt à l'appliquer à tous les concepts. Donc il pense que la réponse est positive et il était sûrement mieux placé que quiconque pour connaître la réponse puisqu'il a eu des échanges nombreux avec Gödel sur cette question, comme sur beaucoup d'autres. Gödel est un réaliste conceptuel dans le sens le plus radical qu'il soit. Et il semble croire que les concepts, quels qu'ils puissent être, ne sont jamais le produit d'une activité de l'esprit, en tout cas sûrement pas d'une activité de conceptualisation. Ils sont là depuis toujours, et la seule forme d'activité qui est impliquée dans la relation que l'esprit entretient avec eux est une forme de perception. Qui plus est, non seulement ils ne sont pour Gödel jamais notre œuvre, en quelque sens que ce soit, mais ils ne sont jamais imprécis. Donc ils ne sont jamais construits par nous, nous pouvons seulement en acquérir une perception de plus en plus précise, et ils ne sont en outre jamais imprécis si toutefois l'interprétation qui convient d'adopter pour les déclarations de Gödel est bien celle qui est suggérée par Wang. Wittgenstein dirait pour sa part que l'idéal de l'exactitude dont parle Wang n'est pas seulement, selon toute probabilité, irréalisable, c'est vraiment un euphémisme, une litote de suggérer que cet idéal est probablement irréalisable, surtout si on ajoute qu'il est irréalisable dans un avenir proche. À mon avis, ce qu'il faut dire est plus que ça. Si on est sensible aux considérations de Wittgenstein sur ce type de questions, donc ce qu'il faut dire est que cet idéal n'est pas seulement, selon toute probabilité, réalisable, mais qu'il est fondamentalement trompeur. Et qu'il n'y a par conséquent sûrement rien à regretter sur ce point. Il n'y a rien à regretter dans le fait que nous devions renoncer à l'espoir de réaliser un idéal de cette sorte, c'est-à-dire transformer toute espèce de concept vague en un concept précis, ou en tout cas réussir à trouver pour tous les concepts vagues qui sont susceptibles de se présenter des concepts précis correspondants. Il y a, semble-t-il, de nombreux concepts qui ne peuvent être intéressants et utilisables qu'à la condition d'être et de rester en quelque sorte intrinsèquement et non pas seulement accidentellement et provisoirement vagues. Mais Wittgenstein n'était évidemment pas le genre de philosophe qui intéressait Gödel et dont il aurait pu être prêt à apprendre quelque chose, que ce soit sur ce point-là ou sur d'autres.